Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette 13e remise du prix des chirurgiens de l'avenir, donc 2021, décalé pour des raisons bien évidentes que vous comprenez et qui nous obligent encore aujourd'hui à ne pas vous accueillir comme nous en avions l'habitude dans la belle salle de la faculté de médecine, mais bien encore une fois, et nous l'espérons le plus court possible, mais encore une fois, chacun derrière nos écrans. Sans plus tarder, et après avoir vérifié que l'ensemble de nos participants est bien là, je me permets de transmettre directement la parole à Marion Lelouvier, qui est donc présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en effet à ce nouvel événement de la Fondation de l'Avenir. Pour commencer, tout le monde ne connaît pas nécessairement la Fondation de l'Avenir, donc je voudrais dire quelques mots sur notre fondation reconnue d'utilité publique et puis sur les partenaires avec qui nous construisons cet événement, sachant qu'on en est aujourd'hui à la 14e édition. La Fondation de l'Avenir, c'est une fondation qui s'inscrit dans le temps long, qui va fêter en 2022 ses 35 ans. Ça fait près de 35 ans donc qu'on poursuit l'intérêt général en soutenant la recherche médicale appliquée. On le fait grâce au soutien de donateurs et de mécènes, hein. C'est une fondation qui fonctionne grâce à des fonds privés, grâce à la générosité publique avec des donateurs qui pourvoient à plus de 60, des donateurs particuliers, pardon, qui pourvoient à près de 60% de nos ressources à travers leurs dons et leurs legs. L'année 2021 n'a pas dérogé à cette règle et on a pu soutenir de nombreux projets grâce à l'investissement de beaucoup de donateurs fidèles auprès de nous. On a à peu près 40 000 donateurs qui nous soutiennent. Alors, on a un souci évidemment de répondre à leurs attentes. Et on a sur l'année 2021, avec un certain nombre de renouvellements d'instances qui ont eu cours, procédé à une grande consultation et écouter l'attente de nos donateurs et de l'ensemble de nos parties prenantes. Et en matière de recherche, comme vous pouvez l'imaginer dans cette période pandémique, on a des attentes qui sont nourries, nombreuses et diverses. Évidemment, on ne peut pas les citer toutes, puisque en plus le champ de la Fondation de l'Avenir est assez large, hein. C'est une fondation qui soutient différentes thématiques. Donc, pour donner quelques exemples, on a des donateurs qui souhaitent qu'on soutienne et qu'on s'investisse dans tout type de recherche. Donc, What temperature is it? bonjour, pardon. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre micro? Pardon. Merci beaucoup. Donc, tout type de recherche, la recherche fondamentale, mais surtout les recherches translationnelles et les recherches cliniques qui apportent des bénéfices patients immédiats. Des recherches qui s'intéressent à la prévention, au dépistage précoce et au diagnostic. Malheureusement, toujours le cancer reste une priorité. On a des donateurs qui sont vraiment intéressés par tous les développements en matière d'innovation qu'on va pouvoir produire et soutenir, notamment pour tout ce qui concerne l'innovation à partir des recherches sur les cellules souches et sur les applications. Et puis, même si nous avons un public de donateurs qui est assez âgé, hein, sur le modèle assez classique d'autres fondations dans notre domaine d'activité, beaucoup nous demandent et de plus en plus de s'intéresser à des patients plus jeunes, à la douleur et à la santé des femmes. Voilà, donc ces souhaits, ces travaux de réflexion élargis tout au long de l'année 2021 nous ont conduit à conforter la stratégie de notre fondation, la stratégie qui est poursuivie depuis l'origine, depuis la fin des années 80, et aussi à affirmer certaines orientations. Donc, nous l'avons validé en directoire, puis en conseil de surveillance en fin d'année. La chirurgie restera une part importante des soutiens que nous allons aux chercheurs.
car notre modèle de financement par prix ou par soutien à des projets sur 18 à 24 mois pour les équipes est l'un des principaux soutiens auxquels les équipes de chercheurs peuvent faire appel. Par ailleurs, l'identification des chercheurs prometteurs et leur accompagnement dans l'émergence des projets, dans la finalisation, dans un travail assez itératif et expérimental seront encore accentués. Donc finalement, les prix qui sont remis aujourd'hui dans leur 14e édition sont tout à fait cohérents avec la ligne directrice et la démarche que nous souhaitons poursuivre. Alors, j'ai déjà remercié ceux qui nous apportent leur concours financier et je veux maintenant aussi remercier ceux qui nous apportent leur expertise. La Fondation de l'Avenir a été créée à l'origine en lien étroit avec des chercheurs, des chirurgiens notamment, qui avaient besoin et qui ont conçu l'outil dont ils avaient besoin pour poursuivre leur recherche avec des partenaires académiques. Et nous avons à cœur de cultiver ces liens et de continuer à nous en nourrir au quotidien. Il s'agit de l'Académie nationale de chirurgie, dont le président, le professeur Albert Claude Benamou depuis cette année, et puis son prédécesseur Philippe Marre sont très présents à nos côtés. Bien sûr, Hubert Joannet, qui est membre de droit du conseil de surveillance de la Fondation et qui interviendra dans notre événement. Et puis, les jeunes chirurgiens aussi, notamment Gabriel Sedoun. Depuis longtemps, notre partenariat se traduit par des soutiens croisés lors de notre congrès ou lors de séances communes. Et en 2022, nos actions seront dédiées à la formation, à la transmission, au compagnonnage entre chercheurs et chirurgiens expérimentés et les plus jeunes d'entre eux. Également avec autour de tout ce qui se développe de plus en plus, qui est autour de la santé numérique. Et puis évidemment, pour ce prix particulièrement, je voudrais saluer les universités de Paris, Paris-Est Créteil et Paris-Saclay, avec qui la Fondation est investie à travers le prix, mais aussi à travers un campus des métiers autour de la santé et d'autonomie, ainsi que dans une chaire Avenir Santé Numérique. Le responsable du master et les directeurs de parcours qui interviennent pour les étudiants dans ce prix interviendront tout à l'heure. Ces partenariats ont tout leur sens parce qu'ils s'intéressent à des domaines qui méritent des regards croisés, qui méritent un temps de réflexion long, qui méritent des approches interdisciplinaires et qui méritent qu'à plusieurs, on suive toute l'actualité très, très riche et le rythme des évolutions et des innovations qui se produisent autour de nous. Alors, c'est aussi ce travail, bien sûr, le fruit de l'investissement du pôle recherche, innovation et information scientifique de la Fondation. Alors, même si vous ne voyez que leur nom et vous ne les verrez pas forcément intervenir aujourd'hui, je voulais vous donner leur nom et vous confirmer leur nom parce que ce sont vos interlocuteurs. Ingrid Zouenopoul, qui est notre coordinatrice scientifique, Hélène Roux, la responsable de recherche médicale, Hugo Landais, le référent innovation, et Vilasha Okun, qui est notre assistante de ce pôle. Et ils ont préparé largement cet événement et surtout, ils sont à votre disposition pour vous accompagner dans la construction des projets de recherche, pour mener à bien nos partenariats et pour être au quotidien en contact avec les équipes universitaires qui travaillent et qui mènent les projets de recherche à tout niveau, et puis parce qu'ils sont les interlocuteurs aussi du conseil scientifique. Et donc, évidemment, la Fondation tient particulièrement à la pluridisciplinarité, à l'excellence et à l'indépendance de son conseil scientifique. Donc, on pourra donner la parole au nouveau président qui a été élu par ses pairs hier et que je salue, le professeur Jean-Jacques Lemaire. Et bien sûr, j'ai une pensée aussi pour le professeur Éric Allaire qui a terminé son mandat en fin d'année 2021, mais qui a été vraiment l'un des maîtres d'œuvre avec mon prédécesseur de ce prix des jeunes chirurgiens. Voilà, et donc je termine là-dessus et je vous donne la parole pour la suite de
de la remise de ces prix. Allô, oui. Le tout nouveau président du conseil scientifique qui vient étraîner son nouveau mandat avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques Lemaire d'être avec nous aujourd'hui. L'idée est de tenter une nouvelle aventure avec la Fondation de l'Avenir en vous laissant dès maintenant, comme ça, sans filet, la parole pour nous présenter un petit peu le cadre des prix des chirurgiens de l'avenir que vous connaissez bien et la Fondation de l'Avenir que vous connaissez bien naturellement. Merci beaucoup. Oui, c'est tout nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, j'en suis absolument ravi. Effectivement, je connais bien la Fondation, son esprit, sa philosophie. Et là aussi, j'insiste à nouveau avec Madame Louvier sur Monsieur Allaire qui a remarquablement mené avec son président. Aussi d'autres personnes avant, on ne peut pas tous les citer, mais c'est comme cela, voilà, qui, grâce à eux, ont permis de créer cette structure, cette organisation. On va essayer de l'amener, bien entendu, toujours plus loin, hein, c'est l'objectif. Madame Louvier, je trouve remarquablement bien résumé tous les enjeux qui sont autour de la Fondation. Sur la partie du comité scientifique, évidemment, notre rôle, c'est l'indépendance, essayer de faire au mieux pour que chacun puisse émerger. Vous avez dit les académiques, mais pas forcément que des académiques, mais la rigueur sera la même pour tout le monde, hein. On veut absolument que la qualité continue à être le cœur du métier, avec aussi un impact direct le plus possible pour les patients, avec toutes ces dimensions que vous évoquez pour les donateurs. C'est un challenge, moi, qui m'a passionné, et vous l'avez compris, c'est bien pour ça que je continue à me motiver et m'occupe de ce comité scientifique. Alors là aussi, il y a plusieurs personnes. Je ne suis pas seul, il y a un vice-président, des assesseurs, secrétaires, mais bon, une équipe redoutable avec une ouverture maximale sur l'extérieur, hein. On n'a pas la science infuse à nous tous, bien qu'on couvre quand même pas mal de domaines, de choses extrêmement classiques jusqu'à des choses totalement novatrices. En tout cas, c'est un bon moment. Je suis absolument ravi de participer à cette remise de prix ce jour, parce que c'est vrai que pour les jeunes chirurgiens, c'est très important, hein. Vous l'avez dit, Madame Louvier, il n'y a pas que des chirurgiens, mais pour les chirurgiens, et j'en suis un, pour nous, c'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose de majeur, c'est souvent un petit peu oublié. Et l'enjeu, justement, c'est d'aider le plus possible. Évidemment, il n'y a que quelques heureux élus à la fin, mais on a tous lu avec grande attention tous les travaux des uns et des autres. La qualité est là, hein, n'en doutez pas. Tant mieux pour ceux qui sont les fers de lance, et c'est remarquable, et vraiment, on va se régaler, je pense, tout de suite là. Mais il y a d'autres aussi qui ont été des travaux absolument passionnants derrière. Enfin, on a un vivier assez phénoménal. Il faut pouvoir les stimuler, les motiver, et puis qu'ils continuent à se présenter quand même, hein. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas premiers qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt. En tout cas, tout le monde est le bienvenu. Évidemment, il faudra faire des choix à la fin, mais notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible, et puis peut-être ainsi de faciliter la venue aussi d'autres dons pour aider tout le monde sur ces sujets. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je vous remercie de cette nomination récente, et puis c'est parti pour quelques mois et surtout années, je pense, devant nous. Donc, je vous laisse la parole maintenant pour la partie un petit peu plus scientifique et de présentation sur cette remise de diplôme. Merci beaucoup, professeur Jean-Jacques Lemaire, donc tout nouveau président de notre conseil scientifique. Les prix des chirurgiens de l'avenir, donc 14e édition, Marion Louvier le rappelait tout à l'heure. 4 prix sont décernés. Je voulais très directement laisser la parole au professeur Charles-Henri Flouza-Lachaniet, qui est donc responsable du Master 2 de sciences chirurgicales, pour qu'il nous explique l'articulation qui existe entre la Fondation de l'Avenir et ce Master 2 de sciences chirurgicales. Professeur ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Avant toute chose, je voudrais remercier la Fondation de l'Avenir pour leur accueil, même si c'est un accueil numérique. Et évidemment, on aurait préféré d'autres circonstances, mais ce n'est que partie remise. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de chance, puisque la première année, il y avait les grèves de la SNCF, la deuxième année, le Covid, troisième année, le Covid. Mais bon. Je reprends ce master suite à Eric Allaire, dont on a parlé tout à l'heure et qui en avait fait ce qu'il est actuellement. On a du fait du Covid modifier un petit peu l'organisation et numériser beaucoup les enseignements, ce qui est aussi plus sympathique et peut-être plus facile pour les étudiants, puisque ça leur évite de se déplacer. Donc la Fondation de l'Avenir pour le master, c'est
ce partenariat très, très intriqué, très, très profond qui existe depuis de nombreuses années. À titre personnel, j'ai moi aussi bénéficié dans ma thèse de sciences d'un financement de la Fondation de l'Avenir et qui nous a permis de débloquer un certain nombre de choses. Donc, tout un chacun dans son parcours de recherche, à mon avis, à un moment ou à un autre, contact avec la Fondation de l'Avenir. On a rappelé précédemment que la Fondation de l'Avenir, ce n'était pas uniquement des financements, mais aussi un accompagnement des travaux de recherche. Et je pense que ça, c'est une chose que clairement les étudiants et parfois même les chercheurs un peu plus capés ne savent pas. Quelques mots sur le master. C'est un master qui existe depuis de nombreuses années, qui a 3 parcours. Un parcours cancérologie, un parcours neurosciences et puis un parcours dit 3R, régénération, récupération, enfin tout ce qui est thérapie cellulaire. Et chaque membre, je pense, de ce master en parlera, chaque responsable de parcours en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, je ne veux pas mobiliser plus le micro et je laisse la parole à l'orateur suivant. Eh bien, pour essayer de compléter les 3 R, justement, je donne tout de suite la parole au professeur Emmanuel Martineau, qui est donc responsable du parcours 3R, régénération, récupération, et le 3e qui me manque à moi aussi. Bonsoir à toutes Désolé, et tous. Emmanuel. Oui, bonsoir. Alors, c'est un exercice à chaque fois difficile, hein, parce que en fait, c'était l'occasion de me rappeler que en fait, depuis 2008, je m'occupe de ce parcours. Je crois que d'ailleurs, c'était probablement la première année où la Fondation de l'Avenir décernait des prix. Donc, en fait, les 3 R, et c'est pour l'année prochaine, hein, donc c'est 1, réparation, 2, remplacement, 3, régénération. Voilà, donc c'est ça les 3 R. C'est vrai que parfois on oublie hein, ce que ça veut dire. Bon, je suis très heureux, bien sûr, d'être là. Je remercie, comme chaque année, donc la Fondation de l'Avenir, le directoire, le nouveau président donc, du conseil scientifique. Et c'est vrai qu'on est très heureux d'être là ce soir, puisque c'est vrai que ces dernières années ont été quand même finalement une certaine… la chirurgie, on peut le dire, a souffert. Et c'est très agréable ce soir d'entendre à nouveau parler de recherche, puisque dans ces 2 années, hein, il y a eu, vous le savez, beaucoup de déprogrammation, les parcours se sont un peu disloqués et la recherche, comme les patients ont payé un lourd tribut à toute cette période, la recherche aussi, puisque dans certains centres, elle s'est mise un petit peu en veilleuse. Et on est très heureux. Alors, je ne sais pas si on annonce tout de suite la lauréate du prix Fondation de l'Avenir 3R. Juste avant de nous annoncer la lauréate, donc on sait déjà que c'est une lauréate, peut-être nous indiquer quelles étaient les grandes tendances cette année parmi les dossiers qui ont été remontés. Quelles étaient les grandes tendances cette année dans votre parcours? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une évolution depuis 2008. Aujourd'hui, on a beaucoup de chirurgiens. À l'époque, il y avait un règne indiscutable des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Aujourd'hui, on a une évolution vers plutôt la régénération, avec beaucoup de travaux finalement sur les thérapies cellulaires, les cellules souches. Voilà, c'est un peu la tendance actuelle, en sachant qu'il y a quand même des spécialités. Vous voyez, par exemple, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, chaque année, il y a, on va dire, 2, 3, alors qu'il y a une prédominance d'étudiants qui travaillent sur des thématiques de chirurgie plastique, chirurgie orthopédique, avec aussi intelligence artificielle. Voilà un peu les tendances, si on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup. Je vous laisse annoncer le nom, l'identité de la lauréate. Oui, donc nous, on avait sélectionné 6 candidats, candidates avec une parité qui s'est fait un peu naturellement. Donc, on avait sélectionné en fait tous les étudiants qui ont eu plus de 16
lors de la soutenance d'octobre. Et donc, la lauréate qui a été désignée parmi les 6 sélectionnés par le jury 3R et désignée par la Fondation de l'Avenir est Élise Lupon. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Bravo, beaucoup. bravo. J'ai Alors, été bravo. très touchée. Je vous remercie beaucoup. Alors, on vous a demandé de jouer le jeu des 4 slides maximum pour nous présenter votre projet. Je crois que vous avez quasiment tenu. J'ai cru en compter 5, mais en tout cas, je vous propose de démarrer cette présentation et vous me dites à l'oral quand je dois passer vos slides. Eh bien, maintenant. Donc, mon projet portait sur la décellularisation et la recellularisation des allogreffes de tissus composites. Je peux passer à la slide suivante. Donc, il s'agit en fait, quand on parle d'allogreffes de tissus composites, surtout des greffes de main et de face. C'est en fait des lambeaux libres qui vont être destinés à la transplantation et ça va inclure la notion d'immunosuppression avec tous les effets secondaires que ça va comporter. Et mon travail portait sur les techniques de décellularisation, recellularisation qui permettraient de contourner ces problèmes d'immunosuppression. C'est en fait l'idée de prendre un organe ou un greffon d'un donneur, le dépléter de ses cellules et mettre dans ce greffon sans cellules les cellules du receveur et de transplanter ensuite l'organe du donneur avec les cellules du receveur au receveur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et ça n'avait pas encore été vraiment fait pour les allogreffes de tissus composites. Vous pouvez appuyer sur Entrée. Donc, voilà, on a fait une revue de la littérature pour voir où on en était dans ce domaine-là. On peut passer à... donc, on a travaillé sur plusieurs tissus, les lambeaux porcins inguinaux, où on voulait en fait optimiser des protocoles qui avaient été mis en place. Les greffes de face humaine, on peut appuyer sur le bouton play. Non, de la vidéo, oui. Où là, on a travaillé sur des cadavres et les membres inférieurs de rats, où on a travaillé sur des rats qui étaient sous anesthésie générale. Les protocoles de décellularisation étaient globalement les mêmes, c'était juste les durées qui changeaient et la façon dont on allait perfuser en fait, le pédicule ou juste en trempant le greffon, en l'imbibant dans une solution. On a analysé plusieurs choses différentes pour voir si les greffons étaient intègres. Et on a réalisé également des analyses pour voir si c'était immunogène ou pas en faisant des implantations sous-cutanées dans des souris. Et on a fait des tests de recellularisation, donc bien sûr pas sur des receveurs avec des cellules de receveurs, mais avec des cellules lambda. Et on a également testé sur les membres inférieurs des essais de transplantation. Là, donc pour les greffes de face, on peut appuyer sur Entrée. Oui, on a obtenu donc des greffes qui étaient intègres. On a mis en évidence une nouvelle façon de décellulariser qui était moins agressive. On peut appuyer encore sur Entrée. Pour les lambeaux porcins aussi, on peut appuyer sur Entrée. On a optimisé et un peu donc optimisé le protocole qui était déjà en place en mettant un protocole moins agressif. Sur Entrée, oui. Et pour les membres inférieurs de rats également, où on a pu, où là, ça n'avait pas été encore, il n'y avait pas de travaux publiés en tout cas sur ce modèle, qui est plus accessible pour nous, parce que c'est plus facile de travailler sur des rats que des porcs, où on a pu aussi mettre en évidence des protocoles qui étaient plus adaptés. Et voilà, donc on ne peut pas rentrer trop dans les détails en 5 minutes, mais c'est un peu le travail que j'avais fait sur cette année. Je remercie beaucoup la Fondation de l'Avenir pour ce prix qui me touche beaucoup. J'aurais aimé que ce soit en présentiel, mais bon, c'est comme ça. Je remercie mon équipe à Boston et surtout Alexandre Lelouch, qui est un peu l'initiateur du programme. Je remercie beaucoup Emmanuel Martineau qui nous a suivis et qui a accepté ces masters à l'étranger et sur 2 ans. Et mon équipe de Toulouse et le professeur Lantieri à l'hôpital Georges Pompidou.
y compris d'avoir joué le jeu du chronomètre. Sachez que, vous l'avez dit, vous auriez préféré qu'on soit tous ensemble pour le faire, c'est vrai, mais vous allez recevoir, avec les autres lauréats, un très beau diplôme qui va vous arriver par la poste. Et ce qu'on vous demandera, en plus de tout ça, c'est de faire une petite photo de vous avec ce diplôme pour qu'on puisse après communiquer naturellement sur ça. Et voilà, donc on essaye malgré tout de vous Oui. garder un souvenir autre que le souvenir numérique aujourd'hui, mais voilà, on va essayer de s'adapter. Merci beaucoup. Est-ce que à ce moment-là, on prend quelques petites questions, s'il y en a éventuellement? Est-ce que quelqu'un lève la main pour éventuellement poser une question? Bon, je vérifie, parce que je vais lui poser une question. Hein, donc, du coup, là, tu es rentré des États-Unis, j'imagine? Oui, mais alors moi, j'avais fait un visa, donc je continue à aller aux États-Unis une fois tous les 2 mois. Et j'y retourne D'accord. dans 2 semaines. Donc, ça, ce n'était pas vraiment ma question. C'était surtout, j'imagine, que tu poursuis dans le cadre d'une thèse de sciences. Mm. D'accord. Dans la foulée de ce projet ou avec quelle Dans- modification? Avec quelques modifications, mais ça reste dans l'ingénierie tissulaire, oui, à Nice, une thèse de sciences à Nice. Mm. Donc, D'accord. oui, qui reste dans l'ingénierie tissulaire et un peu, c'est pas exactement ces projets-là, mais parce que c'était difficile à mettre en place en France, mais oui, oui. Très bien. Bon, bah, je dirais à Laurent Lantieri que c'est son élève qui a eu le prix. Merci. Deuxième, merci à tous les deux. Donc, merci aussi au professeur Martineau, naturellement, d'avoir présenté son parcours. Je vais donner tout de suite la parole au professeur Romain Caron pour la remise du prix Parcours Neurosciences. Même exercice, une présentation, s'il vous plaît, docteur Caron, de ce parcours, ainsi que les tendances phares de cette année. Bonjour, je remercie infiniment de l'invitation. Donc, je vais essayer d'être aussi bref que possible pour donner la parole rapidement à la lauréate. Donc, le Master 2 de sciences chirurgicales, parcours neurosciences, c'est le master qui est fait historiquement par les internes de neurochirurgie, mais on a la chance d'avoir fréquemment des internes aussi de spécialité ORL, d'ophtalmo. La plupart sont des candidats qui ont un profil hospitalo-universitaire, mais pas uniquement. Alors, ce master a connu une crise il y a quelques temps, une crise de vocation, une crise de candidats. Donc, on explique par beaucoup de raisons. Certains faisaient des M2, certains internes de neurochirurgie faisaient des M2 localement dans leur faculté. Il y avait un problème de coût parce que c'était des séminaires qui étaient en présentiel répartis dans toute la France. Donc, il y avait un certain coût pour les étudiants. Et puis, il y avait des problèmes de financement, etc. Et puis, certains arrivaient déjà au stade de l'internat avec le M2. Donc, ça expliquait un petit peu la crise des vocations, mais je crois qu'on l'a appris depuis 2018. Et avec mon prédécesseur, le professeur Palu, on a pu remonter un petit peu. Et actuellement, on a 9 inscrits, donc ce qui est une chose tout à fait appréciable d'avoir une remontée importante du nombre d'inscrits. Le déroulement du master, donc il y a le tronc commun, et puis il y a 2 séminaires qui se font en présentiel, principalement sur l'imagerie du système nerveux central. Je ne sais pas si le professeur Lemaire est encore avec nous, mais c'est lui qui était responsable de ce séminaire, qui est toujours très, très riche, qu'on fait en présentiel à Clermont-Ferrand. Et moi, je travaille à Marseille, dans le service de neurochirurgie fonctionnelle, et il y a un séminaire de 2 jours sur le traitement du signal, sur les enregistrements intracrâniens qui sont actuellement en train de se développer de façon extrêmement importante, que ce soit dans le domaine de l'épilepsie ou dans le domaine des mouvements anormaux. Et puis, on a associé à ce cycle, pour couvrir de façon beaucoup plus large les différents champs thématiques, des séminaires en visio qui sont plus courts, mais qui permettent de couvrir le champ relativement large de notre spécialité avec les pathologies qui peuvent être rencontrés comme l'hydraulique du système nerveux, les méningiomes, d'autres, la génétique des tumeurs. Et c'est dans cette thématique-là principalement que Pauline
c'est illustré. Donc, je vais lui donner la parole dès à présent. Donc, Pauline Marijon, donc lauréate du prix Neurosciences, félicitations. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour, même punition, même motif. J'appuie sur les slides, vous me dites. Hein. Oui. Alors, je vais vous présenter mon projet de Master 2 que j'ai réalisé l'année dernière à l'Institut du cerveau à Paris, où j'ai été encadrée par le professeur Calamarides et le docteur Père, qui sont spécialistes de la neurofibromatose de type 2. L'objectif de mon projet était de mettre au point un modèle souris d'épendymome médulaire muté NF2. Alors, tout d'abord, quelques généralités sur l'épendymome médulaire. Il s'agit... Alors non, je vais rester sur la première diapo parce que sinon, j'en avais pas assez. L'épendymome médulaire est la tumeur médulaire primitive la plus fréquente. Elle est cependant peu étudiée et mal comprise. Le traitement principal reste actuellement la chirurgie, malgré les morbidités que cela représente pour les patients. Au niveau moléculaire, les épendymomes médulaires se caractérisent par une inactivation biallélique du gène NF2 dans 90% des cas. Nous nous sommes donc basés pour monter ce projet sur l'hypothèse qu'une inactivation biallélique du gène NF2 dans les cellules de l'épendyme, qu'on considère comme les cellules précurseurs des épendymomes, entraînerait le développement d'épendymomes médulaires chez nos souris. Slide suivante. Et est-ce qu'on peut passer encore parce que j'avais mis des animations et encore une fois. Notre modèle de souris était basé sur l'utilisation d'une recombinase, la CRE. Les recombinases sont des enzymes qui peuvent exciser des portions d'ADN se trouvant entre des séquences qu'elles peuvent reconnaître, les séquences LOX, qui, dans notre modèle de souris, encadrent l'exon 2 du gène NF2. Au sein de notre modèle, la CRE était exprimée uniquement dans les cellules de l'épendyme afin de les cibler uniquement et elle était inactive à l'état de base. Pour activer cette recombinase, il était nécessaire d'injecter du tamoxifène à nos souris. Alors, je pense qu'il faut passer pour faire apparaître la suite, encore une fois. Après l'injection de tamoxifène, la CRE était donc activée. Elle pouvait reconnaître les séquences LOX sur le gène NF2 et exciser ainsi l'exon 2, inactivant le gène dans les cellules de l'épendyme uniquement. Et nous avons dû donc supposer que cette recombinaison entraînerait le développement de tumeurs. Nous ne connaissions pas initialement le délai, le timing optimal d'injection de tamoxifène pour entraîner le développement des tumeurs. Nous avons donc développé 3 cohortes de souris. Une première où l'injection de tamoxifène était faite en anténatal à la souris gestante. Une cohorte où elle était réalisée en postnatal précoce entre J0 et J4 de vie. Et enfin, une cohorte postnatale tardive où l'injection était réalisée à J15. Slide suivante. Voici les résultats de l'analyse du groupe postnatal tardif. Donc, vous avez ici des images de coupe sagittale de moelle épinière de souris. Alors, en haut, en A, on a une souris non mutée avec un aspect de canal épendymaire normal qui est bordé par une monocouche ou une bicouche de cellules épendymères. En B et en C, on a l'aspect qu'on a retrouvé chez les souris de ma cohorte postnatale tardive, avec en B un aspect de dilatation kystique, à savoir que chez l'homme, les épendymomes médulaires comportent souvent des portions kystiques, et en C, un aspect de prolifération de ces cellules de l'épendyme. En parallèle, nous avons réalisé des IRM de moelle épinière à nos souris, et on peut voir sur cette IRM d'une des souris du groupe postnatal tardif qu'on remarque une dilatation du canal épendymaire qu'on peut voir au sein de la moelle, alors que ce n'est pas l'image qu'on a habituellement chez les souris sauvages. Diapo suivante. Et nous avons également analysé les cerveaux de nos souris et étonnamment, on a retrouvé également des tumeurs au sein du parenchyme cérébral qui bordent les cavités ventriculaires. Les résultats que je vous ai présentés ici sont les premiers résultats de l'analyse d'une partie du groupe postnatal tardif. Et je suis actuellement en train de poursuivre ce projet en test de science pour continuer l'analyse de cette cohorte et analyser les 2 autres cohortes et ainsi déterminer quel est le timing le plus propice au développement des tumeurs.
et ensuite créer une nouvelle cohorte avec ce timing optimal afin de réaliser un essai clinique chez la souris, probablement avec le bevacizumab qui a été testé chez l'homme et qui a montré une efficacité notamment sur les épendymomes kystiques. Je vous remercie pour votre attention. À vous et félicitations. Donc, pareil, vous allez recevoir un très joli diplôme. N'hésitez pas à nous renvoyer un beau selfie avec. Désolé, hein, on n'a que ça pour l'instant, on n'a que ça pour avoir le contact avec vous. C'est peu, mais on essaie de le maintenir. Merci à vous. Troisième. Peut-être d'abord félicitations et puis peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions pour Pauline Marijon. Il y en aurait plein, mais c'est simplement le timing qui est un tout petit peu serré. Oui. Dès l'avantage du non-déplacement, le temps reste le même à peu près partout. Donc, c'est un peu la contrainte. En tout cas, félicitations à Pauline ainsi qu'à Élise Lupon. C'est un plaisir d'écouter tout ça. Mais bon, le temps passe vite. OK. Du coup, je me permets de donner directement la parole au docteur Alexandre Ingley. Pardon. Alors, comment ça se prononce? Ingel. Je vous laisse, pardon, donc vous êtes responsable du parcours de cancérologie. Je vous pose aussi la question concernant donc, la présentation de votre parcours naturellement, ainsi que les tendances qui ont été remontées lors de cette année de Master 2. S'il est là. S'il n'est pas là, il n'aura pas attendu que j'ai écorché son nom, malheureusement. Eh bien, écoutez. Je suppose qu'il est au bloc opératoire, mais je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit à tout à l'heure, et il ne m'a pas démenti. Donc, je vous prie de l'excuser. La liste, elle est présente. On a 47 personnes qui sont connectées, c'est déjà ça. Écoutez, dans ces cas-là, sans tarder pour éviter un suspense insoutenable, je vais vous proposer directement le nom de la lauréate, Madame Aurélie Buffeteau, et je vais vous laisser présenter vos travaux. Si vous avez la possibilité, par la même occasion, de nous présenter le parcours de cancérologie que vous avez suivi cette année, ce serait parfait. Félicitations et Bonjour. merci d'avance. Bonjour, merci à tous. Merci à la Fondation de l'Avenir déjà pour ce prix, ainsi qu'à l'Université de Paris-Est Créteil et l'Académie nationale de chirurgie pour votre soutien tout au long de cette année. Le parcours, je pense que je le présenterai moins bien que M. Ingels, mais c'était un parcours très riche où on avait des cours un peu sur toutes les spécialités de médecine qui comportent de la cancérologie. Et voilà, et moi, je me suis intégrée dans ce parcours, mais mon projet de Master 2, en fait, consistait donc en la caractérisation de l'expression des récepteurs aux œstrogènes ER-alpha et ER-bêta dans les lésions d'endométriose et à mettre au point des nouveaux modèles de culture d'organoïdes de ces lésions endométriosiques. Donc, j'ai choisi d'intégrer ce parcours de cancérologie du Master 2 de sciences chirurgicales de l'Université Paris-Est Créteil parce que finalement, l'endométriose, bien qu'étant une pathologie bénigne, elle se rapproche par de nombreux aspects aux pathologies cancérologiques, notamment par sa dissémination pelvienne qui pourrait un peu laisser penser, qui ressemble beaucoup en tout cas à la dissémination de la carcinose ovarienne, et puis aussi par la lourdeur de la prise en charge, notamment chirurgicale, de cette pathologie. Et enfin aussi sur les constatations lors des examens anatomopathologiques, on retrouve des similitudes avec les atteintes cancérologiques. Donc voilà la présentation initiale de mon projet. Donc l'endométriose, c'est une pathologie œstrogénodépendante et il existe deux sous-types de récepteurs aux œstrogènes, ER-alpha et ER-bêta. Dans la littérature, il y a eu de nombreuses publications et les auteurs de ces publications ont mis en place une sorte de dogme selon lequel dans l'endomètre normal de patientes non atteintes d'endométriose, il semblerait que le sous-type ER-alpha soit majoritairement exprimé à la fois dans les cellules stromales et dans les cellules épithéliales de l'endomètre. Et ceci permettrait la régulation de la prolifération et de l'apoptose cellulaire. Inversement, selon ces mêmes auteurs,
dans les lésions d'endométriose, il s'agirait davantage du sous-type ER-bêta qui prédominerait, et ceci serait alors à l'origine du processus d'initiation et de progression de la maladie endométriosique. Cependant, une étude préliminaire avait été réalisée dans mon laboratoire d'accueil et retrouvait des résultats divergents avec ceux que je viens de vous présenter de la littérature. Ainsi est venue l'idée de mon travail de Master 2, qui consistait à caractériser l'expression des récepteurs aux œstrogènes ER-alpha et ER-bêta au sein de différentes lésions d'endométriose en fonction de leur site anatomique, puisque l'endométriose peut toucher différents sites anatomiques majoritairement pelvien, et aussi en fonction du moment du cycle menstruel de la patiente. Et enfin, mon deuxième objectif de ce master était de mettre au point des cultures d'organoïdes qui puissent récapituler la physiopathologie de la maladie endométriosique. Donc, vous pouvez passer, merci. Pour ce faire, nous avons obtenu des tissus de lésions d'endométriose et d'endomètre eutopique de patientes opérées d'endométriose. Nous avons fait du coup une étude pour caractériser l'expression de R-alpha et de R-bêta au sein de ces tissus. Alors, à la fois des études d'expression des transcrits par RT-qPCR et par RNA-scope, mais si vous pouvez passer l'animation, mais également une étude de l'expression protéique grâce à un Western blot et à de l'immunofluorescence, si vous pouvez passer de nouveau. Et nous avons également, grâce à ces tissus obtenus au bloc opératoire, réalisé des cultures cellulaires, à la fois en 2 dimensions, mais aussi, et c'était là tout le challenge, en 3 dimensions pour pouvoir obtenir des organoïdes d'endomètre eutopique, mais également de lésions d'endométriose. Et vous pouvez voir sur les résultats que je vous présente ici que, notamment en RNA-scope, nous avons réalisé un TMA issu de 56 lésions différentes de patientes différentes. Et nous retrouvons une expression de l'ARN messager ESR1, c'est-à-dire qui code ensuite pour la protéine ER-alpha, mais une absence d'expression de l'ARN messager ESR2 qui code pour la protéine ER-bêta. De la même manière, en immunofluorescence, on retrouve une expression de la protéine ER-alpha dans les glandes d'endométriose. Par contre, on ne retrouve pas l'expression de ER-bêta. Et ici, la petite animation que je vous présentais, il s'agit d'un organoïde où on retrouve en bleu le marquage d'API, en rouge le marquage EpCAM, et en vert un marquage intranucléaire marquant l'expression de la protéine ER-alpha. Donc, si vous pouvez passer l'animation, l'ensemble de nos résultats retrouvaient donc une expression majoritaire de R-alpha par rapport à R-bêta, à la fois dans l'endomètre eutopique et également dans les lésions d'endométriose de nos patientes. Donc, ça montre l'intérêt de comprendre davantage et d'étudier davantage la signalisation de R-alpha dans cette pathologie. Et nos résultats sont finalement en contradiction avec les résultats de la littérature que je vous ai présentés précédemment. Les objectifs et les perspectives surtout de mon travail, ce serait de réaliser une biobanque d'organoïdes de différentes lésions d'endométriose, de différents sites anatomiques, si vous pouvez passer l'animation, pour finalement comparer les différents organoïdes et notamment leur phénotype entre eux. Ensuite, nous aimions également réaliser une biobanque d'organoïdes issus d'endomètres eutopiques de patientes saines pour voir leurs différentes caractéristiques et les comparer avec les organoïdes de patientes malades. Enfin, à plus long terme, nous aimerions également étudier les communications paracrines et les migrations des cellules stromales et des cellules épithéliales entre elles pour mieux comprendre la physiologie de la maladie. Et enfin, si vous pouvez passer l'animation, et également réaliser une analyse génomique des sous-types ER-alpha et ER-bêta après stimulation et déprivation en oestradiol. Voilà. Si vous pouvez passer. Donc, je tiens particulièrement à remercier mon équipe d'accueil, l'I2MC, sans qui ce projet n'aurait pu aboutir. Et je remercie également la SFE pour leur soutien grâce à leur bourse de l'année recherche. Et enfin, les docteurs Françoise L'Enfant et Élodie Chantala qui m'ont dirigée tout au long de ce travail et qui m'ont été d'un grand soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions pour Aurélie Buffetot par rapport à son travail
plutôt d'actualité. On sait qu'il y a eu un plan gouvernemental sur l'endométriose il y a quelques jours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet et à ses perspectives? Oui, moi j'aurais une petite question puisqu'on a gagné quelques minutes. J'en profite pour me glisser, si je puis dire. Est-ce qu'on a bien vu votre modélisation avec ces organoïdes, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous envisagez au plan thérapeutique? Est-ce que vous avez déjà quelques molécules à tester ou actions pour visualiser, marquer ces cellules pour faire du repérage pour l'intraopératoire? Enfin, est-ce qu'au-delà du travail de fond que vous engagez, bien sûr, est-ce que vous avez déjà quelques petites pistes que le chirurgien que vous êtes ou serez pourra utiliser à partir de ces résultats, sans nous entrer non plus dans la voyance, bien sûr? Bonjour. Alors, des pistes thérapeutiques dans l'endométriose, pour l'instant, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de traitements symptomatiques, mais pas de traitements curatifs finalement. D'où le but de ce travail, en fait, d'étudier les récepteurs aux œstrogènes qui sont intriquement liés avec la physiopathologie de cette maladie. Le but à beaucoup plus long terme, ce serait d'étudier en fait des thérapies ciblées et notamment des hormonothérapies sur des modèles in vivo. D'accord. Et le marquage, quelque chose qui vous, pour guider le geste, guider éventuellement au-delà du médicament, ou avant ou après, ou en parallèle, est-ce que c'est des choses que vous pensez pouvoir étudier, prendre en compte, mettre en avant? On appelle ça de la theranostie, c'est des trucs abominables, mais bon, c'est des noms à coucher. Mais en pratique, c'est tout simplement de marquer ces cellules pour que, par un endoscope ou par une voie quelconque, on puisse les voir, ou en imagerie, par exemple. Alors, en imagerie, on les reconnaît, on voit les lésions en IRM, mais un marquage cellulaire, pour l'instant, ça n'a pas été établi. D'ailleurs, en anatomopathologie, il n'y a pas de marqueur spécifique des lésions d'endométriose. C'est vraiment une analyse macroscopique initialement, puis microscopique, mais sans un marquage pour l'instant retrouvé. Et pour l'instant, sous-entendrez que peut-être avec votre démarche d'organoïde, vous pourriez arriver à spécifier un peu plus certains. Oui, c'est ce qu'on aimerait aussi. Ouais. Exactement. Parfait. Merci beaucoup de ces précisions. Le maire, je regarde si le docteur Alexandre Engels nous a rejoint. Je n'en suis pas sûr. Il avait la lourde charge de présenter aussi le lauréat du prix spécial du jury. Écoutez, en son absence et en m'excusant par avance pour le protocole, mais je me permets de donner directement la parole au lauréat du prix spécial du jury, Thibaut Passeri, pour son travail sur Targeting Genomic Alteration in Chordomas. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez, pareil, essayer de... le parcours de cancérologie, il a déjà été présenté rapidement par Aurélie Buffetot. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité de nous présenter très rapidement ce que vous avez fait cette année, y compris votre projet naturellement qui a été primé et qui reçoit aujourd'hui le prix spécial? Bonjour à tous, merci à tous et merci à la Fondation de l'Avenir pour ce prix. Oui, j'ai fait cette année participer au parcours en cancérologie je suis neurochirurgien de formation et qui était tout à fait adapté à mes travaux de recherche, notamment sur la génétique. Donc, je ne sais pas si on peut mettre mon diaporama peut-être. Oui, alors je vais vous parler aujourd'hui du chordome. C'est un sujet de recherche que j'ai réalisé en collaboration entre l'Institut Curie à Paris et le département de neurochirurgie à Lariboisière. Alors, le chordome, c'est une tumeur osseuse rare qui se situe principalement au niveau de la base du crâne, comme vous pouvez voir sur cet IRM, mais aussi sur l'ensemble du rachis, notamment du rachis sacré. Le problème de cette tumeur, c'est que c'est une tumeur qui, malgré un traitement associant une chirurgie et une radiothérapie, ont présenté des récidives et actuellement, il n'y a aucun traitement médical qui est validé pour traiter ces patients qui sont atteints d'un chordome localement avancé ou métastatique. Donc, mon travail de recherche portait sur la recherche de biomarqueurs, car à l'heure actuelle, il y a peu de biomarqueurs permettant de comprendre comment fonctionne le chordome. Je vais passer ma présentation. Alors, mes premiers résultats sur une soixantaine de tumeurs analysées sur le plan de l'ADN et de l'ARN, notamment par les techniques de whole exome sequencing et techniques de RNA-seq, nous avons mis en évidence
des altérations au niveau de plusieurs gènes, notamment du gène TBXT, qui est un gène qui code pour une protéine, la brachyurie, qui est assez spécifique du chordome, mais également des altérations fréquentes, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, du gène CDKN2A, CDKN2B, qui est un régulateur du cycle cellulaire, des gènes de la voie PK3 AKT-mTOR et un gène PBRM1, dont je vous parle un peu plus tard, qui est un gène du complexe SWI/SNF qui est important dans l'épigénétisme. Alors, outre le fait d'avoir retrouvé des potentiels biomarqueurs théranostiques, en quelques mots, j'ai corrélé ces marqueurs avec le pronostic des patients dans ma cohorte et j'ai pu mettre en évidence que les patients porteurs d'une altération CDKN2A et PIK3CA avaient une survie sans progression, comme vous pouvez le voir sur ces courbes de Kaplan-Meier, plus courtes par rapport aux patients wild type. Cette valeur péjorative du marqueur CDKN2A peut également se retrouver quand j'ai analysé les 2 tumeurs primaires et leur récidive. Et comme vous pouvez le voir sur l'image de B, dans les deux tumeurs récidivantes, on a mis en évidence cette altération non présente dans la tumeur primaire, représentée en A, suggérant donc le caractère péjoratif pronostic de ce marqueur CDKN2A, la paire de CDKN2A, CDKN2B. Après avoir analysé donc ces tumeurs sur le plan somatique, nous avons également s'intéressé à l'ADN constitutionnel et plus particulièrement à un polymorphisme au niveau du gène TBXT qui est présent environ dans 50% de la population générale, mais pour la population des cordeaux, mais ça a déjà été décrit, il est majoritaire, ce qu'on a pu retrouver chez nos patients, et la majorité des patients avaient ce polymorphisme au niveau du gène TBXT, le RS2305089, sauf un patient. Et ça, c'était nouveau. Et ce patient ne présentait pas ce polymorphisme sur le plan d'ADN constitutionnel, mais présentait un variant dans l'ADN tumoral correspondant. Et donc, suggérant vraiment que cette altération au niveau du gène TBXT, que ce soit au niveau de l'ADN constitutionnel ou au niveau de l'ADN tumoral, est essentielle dans la chordomagénèse. On peut passer après la slide. Après avoir identifié donc des marqueurs à la fois théranostiques et pronostiques, il était essentiel pour une pathologie aussi rare que le chordome de développer des modèles précliniques pour tester les thérapies ciblées. C'est ce que nous avons fait. À partir de 38 tumeurs récupérées au sein du département de la Riboisière, nous avons greffé sur 12 souris immunodéficientes nues. Nous avons donc développé des modèles de xénogreffe de chordome humain. Nous avons pu montrer que la prise tumorale avait un effet pronostique également, comme vous pouvez le voir sur la courbe de Kaplan-Meier en haut à gauche. C'est que les patients chez qui la tumeur poussait au sein des souris avaient une survie sans progression beaucoup plus courte par rapport aux patients chez qui la tumeur ne poussait pas au sein de la souris. Ça a déjà été démontré dans les mélanomes, c'était la première fois dans le cordeau. Après donc avoir pu établir un panel de 12 modèles, nous avons caractérisé sur le plan histologique où on a retrouvé une parfaite correspondance entre la tumeur primaire du patient et la tumeur de la PDX. Elles ont été également analysées sur le plan génomique, où on a pu en mettre en évidence à peu près les mêmes altérations que sur les tumeurs humaines primaires, à savoir des altérations au niveau du gène PBRM1, mais également au niveau du gène CDKN2A, CDKN2B. Donc après avoir identifié ces altérations génomiques, nous avons voulu tester des thérapies ciblées en fonction de ces anomalies génétiques. Et nous avons testé 3 thérapies ciblées, et je vais vous montrer le modèle où on a une réponse antitumorale la plus satisfaisante, à savoir le testing de tazemetostat, qui est un anti-ZH2, dans un modèle PBRM1 muté. Et comme vous pouvez voir sur cette courbe de volume, nous avons retrouvé une efficacité antitumorale statistiquement significative par rapport à un groupe contrôle. Cette efficacité s'est retrouvée également après les analyses immunohistochimiques où on pouvait retrouver une baisse significative du marquage de l'H3K27M, qui est la cible de l'anti-ZH2, sur le groupe tazemetostat par rapport au groupe contrôle. Également, on a pu confirmer ceci au niveau par l'étude FAX avec un net marquage de l'H3K27M dans les polynucléaires de la souris, du sang de la souris par rapport aux polynucléaires des souris contrôle. Donc, suggérant aussi que l'altération PBRM1 serait un biomarqueur theranostique de réponse au tazemetostat, et donc sous-entendant rapidement peut-être de confirmer ceci par d'autres essais précliniques et potentiellement sur des essais cliniques chez l'homme. Pas de diapo suivante. Je voulais remercier bien sûr la Fondation d'Avenir pour ce prix, mais également l'ensemble des collaborateurs de ce projet, notamment le professeur Frolich de l'hôpital Lariboisière, mais également le professeur Yvan Bièche et le docteur Julien Machala-Planchon de l'Institut Curie. Merci encore. Merci à vous et félicitations à nouveau. Donc voilà, les 4 prix remis et présentés ce soir.
Marion Lelouvier, présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir, vous l'indiquait en ouverture. Nous passerons dans quelques temps la parole au professeur Hubert Chouanet, mais avant, quelques questions sur ce prix spécial ou sur la question de rattrapage. Si vous avez des questions que vous auriez aimé poser aux 3 précédents lauréats, c'est le moment. Moi, j'aurais une question pour Thibaut Passery au sujet des cordômes. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vous entends. Ouais, tout d'abord, félicitations pour ce magnifique travail, c'est très très joli. Je vous l'avais peut-être mentionné, j'espère ne pas avoir été distrait, mais est-ce que vous avez vu des différences entre les formes topographiques des cordômes? C'est-à-dire, est-ce que génétiquement, ceux qui sont au niveau du clivus ne sont pas les mêmes que ceux qui sont au niveau de la région sacrée? Alors, on n'a pas vu grand-chose là-dessus. On a fait une analyse RNA sec. On a fait comme plus de 40 échantillons qui se passaient en analyse RNA sec. On a eu une différence d'expression en termes de localisation, mais dans l'analyse non supervisée. Mais ce qui peut être lié tout simplement au stroma péritumoral qui est différent entre une tumeur de la base du crâne, du clivus, et une tumeur sacrée. Mais on n'a pas vu en termes d'expression un panel de gènes en termes d'analyse différentielle entre les chordomes de la base du crâne et les chordomes sacrés, malheureusement. D'accord, c'était ma question, merci. Voilà. Je tiens à préciser que même si je suis neurochirurgien, on n'y est pas pour grand-chose avec M. Carence. Il se trouve qu'il y a un neurochirurgien qui fait partie, qui a le prix spécial du jury. C'est vraiment la qualité des travaux sur l'analyse de groupe qui a été fait des différents experts qui ont mis en évidence ces résultats. Il n'y a pas de... C'est comme cela. Indépendance et neutralité, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, c'est très important. Et en tout cas, chacun a bien vu la qualité du travail de M. Passery sur ce... On est aussi sur des applications assez sophistiquées. Globalement, moi, j'ai l'impression, quand on voit tout ça, que la chirurgie devient cellulaire. À ce niveau-là, il y a une intégration de la part des chirurgiens de choses qui dépassent très largement le cadre des compétences techniques purement intraopératoires. Et j'en suis ravi, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont aussi des chirurgiens. Mais ça, je pense qu'ils ne l'oublieront pas. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir s'interfacer. Je vois les discussions, les échanges avec tout cet entourage autour d'eux, avec des gens de laboratoire. Et il faut cultiver cela. C'est un plus considérable pour les patients. Plus considérable. Merci. Merci beaucoup. Sans transition, je vous propose que professeur Chouanet, vous êtes là. Oui, bonjour. Je voudrais, au nom de l'Académie de chirurgie, d'abord adresser nos remerciements à la Fondation de l'Avenir et à tous ceux qui ont permis, en encadrant ces travaux, de mettre en exergue tous ces travaux de recherche. Alors évidemment, féliciter les lauréats et leur chef d'équipe. Et on voit bien que ça représente différents travaux dans différentes spécialités chirurgicales. Et toute l'année à l'Académie de chirurgie, nous voyons tous ces aspects à la fois de recherche fondamentale et de recherche clinique dans les 13 spécialités chirurgicales qui sont toutes vivantes, plus vivantes les unes que les autres. Je voudrais aussi souligner, on est frappé à l'Académie de chirurgie des difficultés dans notre pays de l'accès aux innovations, parce que tous les travaux que vous avez présentés sont destinés à avoir des applications cliniques. Et c'est le cas depuis maintenant plusieurs années. Les travaux du professeur Martineau en sont, par exemple, un excellent exemple. Bon. Sauf que c'est quand même très compliqué dans notre pays, à différents niveaux. Et donc, nous nous sommes beaucoup concentrés justement sur les difficultés de l'accès aux innovations. Nous avons mené une dizaine de réunions réunissant la Haute Autorité de Santé, la DGOS, la CNAM, les industriels, Medtech, France Biotech, le SNITEM, pour que ces travaux qui sont fondamentaux ici et qui sont précliniques puissent aboutir, comme vient de le dire le professeur Lemaire,
à des applications pour nos patients. Alors, on a identifié des problématiques de méthodologie, d'abord en chirurgie, puisque vous savez que la DOXA en chirurgie, c'est l'étude prospective contrôlée, mais ces études ne sont pas si nombreuses, elles sont difficiles à mettre en place, les patients peuvent refuser d'y participer, et en plus aboutissent à des niveaux de preuve qui ne sont pas toujours très consistants. Et il nous semble que la constitution de registres devrait pouvoir permettre, et on en a discuté avec la Haute Autorité de Santé, de pouvoir faire valider un certain nombre d'applications. On a également identifié des problèmes de fluidité. Il y a des blocages à différents niveaux dans la validation des travaux. Identifier des problèmes de financement, pas tant sur finalement peut-être la quantité des financements, mais leur caractère extrêmement éparpillé. Et vous savez, vous qui faites de la recherche mieux que moi, les difficultés, le temps qu'il faut passer pour trouver des budgets. Et enfin, donc nous voudrions que toutes ces innovations puissent avoir des applications cliniques avec la méthodologie rigoureuse, hein, il ne s'agit pas de baisser le niveau de preuve, mais que les choses soient plus simples. On observe qu'on a des collègues qui viennent nous présenter des travaux et qui nous expliquent que leurs travaux sont mis dans des études internationales parce que c'est plus simple de faire des études à l'étranger qu'en France. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est pour nous une façon de souligner tout ce travail que vous faites pour aboutir à des résultats dont on voit aujourd'hui les meilleurs travaux. Et nous sommes très conscients qu'il faut améliorer les choses. Alors, nous avons pris des contacts, hein, puisque vous savez qu'il y a une création, il est question de créer une agence de l'innovation. Alors, on espère que ça ne sera pas une énième agence où il y aura beaucoup de bureaux et pas beaucoup de décisions, on verra. En tout cas, on est très vigilants, on a rendez-vous au ministère pour ça. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que tous ces travaux qui aboutissent maintenant, c'est en amont énormément d'efforts de la part des équipes, des lauréats, et je voulais encore vous féliciter. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, vous aviez le mot de clôture. Je me tourne virtuellement vers la présidente du directoire pour voir s'il y avait des messages, derniers messages à faire passer. Merci. Non, merci à tous. Et puis, on est ravis que le prix des chirurgiens de l'avenir ait suscité quelques intérêts et quelques inscriptions, même si je partage ce qui a été dit sur le fait que pour que ce soit plus convivial, on espère pouvoir vous réunir à nouveau prochainement. Et c'est vraiment l'objet et l'ADN de la Fondation que de suivre les chercheurs sur le temps long, de les accompagner dès le démarrage de leurs travaux de recherche et ensuite de pouvoir se donner rendez-vous régulièrement pour suivre l'avancée des travaux. Et donc, on espère pouvoir vous retrouver très bientôt et notamment dans un événement, dans un autre événement de la Fondation qui pourra se réunir, on l'espère, dans un lieu emblématique et sympathique. Voilà. En attendant, vous pourrez retrouver cet événement sur le site de la Fondation.